à toutes, bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier très chaleureusement les organisateurs, donc M. Vincent Gautré et Mustapha Miki, pour leur invitation à intervenir dans cette belle province. Je remercie également ces organisateurs de m'avoir confié avec tout de même sagesse et lucidité un thème un peu moins technique que d'autres. Et en tout cas, j'ai choisi d'entendre ce sujet de la responsabilité civile plus le numérique d'une manière relativement large. Par ailleurs, il y a une justification toute trouvée qui est le fait que je sois en tout début et donc un petit peu en guise d'ouverture sur le sujet. Je m'en réjouis. Ça me donnera l'occasion d'aborder certains points, de les effleurer sans les spoiler ou les divulgacher. Certains points qui pourront être donc approfondis par la suite. Le thème qui m'a donc été confié, que j'aurai le plaisir de traiter conjointement avec Patrice Deslauriers, est celui de la responsabilité civile et du numérique, ou plus exactement la responsabilité civile à l'épreuve du numérique, si on rapproche le thème de notre intervention commune au sujet général de cette première demi-journée. Alors le numérique est effectivement une mise à l'épreuve pour le droit de la responsabilité civile. Avant d'entrer dans ce vif du sujet, j'aimerais rappeler que ce n'est pas la première épreuve de la responsabilité civile. La responsabilité civile au XIXe siècle a connu d'autres défis, le défi de l'industrialisation, du machinisme, et elle a connu déjà des dommages de masse, des dommages anonymes. Le juge, en France, a trouvé des solutions avant même le législateur, obligation de sécurité, responsabilité du fait des choses. La responsabilité civile, face à ce défi, a réussi à s'adapter. Ensuite, la responsabilité civile a connu d'autres défis au XXe siècle, notamment celui de la collectivisation, de la socialisation des risques. Et elle a survécu tout de même à cette concurrence qui lui était donnée par l'assurance et les fonds d'indemnisation. Alors certes, l'assurance, les fonds d'indemnisation réparent souvent plus automatiquement, plus facilement. Mais la responsabilité civile, elle, répare fréquemment plus intégralement et peut-être également plus justement. Et enfin, le XXIe siècle réserve à ce concept très évolutif qu'est la responsabilité civile d'autres épreuves. Le défi environnemental a fait beaucoup parler de lui ces dernières années. On a redécouvert une peine privée en la matière, pour utiliser ce mot barbare. En tout cas, cette idée que la responsabilité civile ne servait pas qu'à réparer, mais également à responsabiliser. Ces vertus dissuasives de la responsabilité civile dépassent d'ailleurs aujourd'hui le champ de la protection de l'environnement. Le récent projet de réforme du droit de la responsabilité civile, qui a été rendu public le 13 mars 2017, propose ainsi d'introduire une amende civile dans nos codes civils pour la violation des fautes lucratives. Pourquoi ce petit rappel ? Pour vous montrer que la responsabilité civile est finalement un concept très évolutif et qui sait s'adapter aux enjeux, les enjeux contemporains, protection de l'environnement, moralisation de la vie des affaires, avec la lutte contre les fautes lucratives et autres enjeux, last but not least, le défi du numérique aujourd'hui. Le numérique n'est donc pas cette première mise à l'épreuve, mais c'est une mise à l'épreuve peut-être d'un genre nouveau. Un genre nouveau parce que déjà le numérique comporte en lui-même une grande transversalité. Le numérique a vocation à toucher à tout, et on ne résoudra certainement pas la question de la responsabilité civile appliquée au numérique de manière sectorielle, comme on a pu régler les accidents de la circulation ou encore les accidents du travail. Le monde de demain sera numérique. Il sera numérique dans tous ses aspects. Télémédecine, j'ai vu que vous aviez un colloque organisé sur la responsabilité, les robots et le scalpel. Les véhicules autonomes également, dont il sera question demain, et les villes connectées encore. Autre difficulté du numérique, c'est aussi sa rapidité de développement. On n'aurait pas cru, je pense, il y a 20 ans, que le secteur automobile serait convoité par Google, Facebook ou Apple. Le numérique se développe très vite et il est difficile de savoir aujourd'hui quelles seront ces applications de demain, les dommages qui pourront être causés par ces applications de demain, les responsables qu'il conviendra de désigner pour ces dommages. Alors le droit de la responsabilité civile a tout de même commencé lui-même sa mutation numérique et en France il existe déjà quelques lois et de la jurisprudence. On a même vu émerger le mot de responsabilité civile numérique dans les manuels. Et ce droit de la responsabilité civile numérique qui existe d'ores et déjà, c'est en fait le droit des acteurs de l'Internet et spécialement ceux du Web 2.0, l'Internet participatif. Néanmoins, ce droit de la responsabilité civile numérique considéré en France donc comme le droit de l'Internet principalement, n'épuise pas la question de la responsabilité civile plus numérique, puisqu'il ne concerne précisément qu'une seule application du numérique, qui est l'Internet.
Or, le numérique de demain, ce n'est plus seulement l'Internet. On est en France face à un vide sidéral concernant les autres applications numériques, qu'on parle du big data, de l'intelligence artificielle, des objets connectés, etc. Donc, face au défi numérique, il semble bien que la responsabilité civile a accompli une première étape, celle de l'Internet, mais qu'elle peine à appréhender encore le numérique de demain. Ainsi donc, la responsabilité civile numérique du présent, celle des acteurs Internet, existe d'ores et déjà, et c'est celle que je présenterai en premier lieu. La responsabilité civile du numérique de demain est encore très hypothétique, et je l'aborderai en second lieu. La responsabilité numérique du présent, celle donc des acteurs d'Internet. J'entends acteurs d'Internet dans un sens très large. Il s'agit notamment des éditeurs de contenu, évidemment, mais aussi, et peut-être plus spécifiquement, puisque dans l'Internet 2.0, les éditeurs de contenu sont aussi les utilisateurs, donc plus spécifiquement les hébergeurs et les fournisseurs d'accès. Aujourd'hui, il existe en droit français des textes variés et, depuis bientôt 20 ans, également des arrêts. Alors, plutôt que de revenir sur ces textes, j'aimerais souligner les grandes lignes directrices de cette reconnaissance d'une responsabilité numérique en droit français. L'objectif évident était de ne pas freiner le développement de ces acteurs émergents et de ces nouvelles technologies. Et c'est pourquoi une responsabilité automatique, une responsabilité de plein droit, objective de ces acteurs de l'Internet a d'abord été écartée. Et ensuite, les responsabilités finalement mises à la charge s'apparentent donc, même si on ne les appelle pas toujours ainsi, à des responsabilités pour faute. Le rejet de responsabilité objective, premièrement. Internet génère des risques. De nombreux délits sont commis chaque jour sur Internet, diffamation, injures, propos racistes, négationnistes, contrefaçons également dont il sera question en tout genre. Ces délits, c'est vrai, auraient pu être commis pour la plupart ailleurs ou autrement, mais Internet leur confère une ampleur qui est sans commune mesure. Alors on aurait pu envisager de faire peser sur ces acteurs de l'Internet, qui sont ceux qui créent ou qui profitent de cet Internet, une responsabilité automatique sur le fondement éventuellement d'une théorie revisitée des risques de Saleil et Josserand. Mais cela naturellement aurait freiné l'expansion de ces nouvelles technologies, et c'est donc pourquoi cela a été écarté. Pour illustrer ce rejet d'une responsabilité de plein droit ou automatique, j'évoquerai rapidement deux affaires importantes du droit français, l'affaire Estelle Hallyday et l'affaire Google Suggest. La première affaire concerne le contenu publié, doit-on être responsable du contenu que l'on publie, et la seconde de l'algorithme utilisé, Google Suggest serait-il responsable de son algorithme ? La première affaire, donc, l'affaire Estelle Hallyday, remonte à la fin des années 90 et un hébergeur proposait des hébergements gratuits de pages web et sur l'une de ces pages web avait été publiée la photo d'un mannequin, connu également donc comme la belle fille de feu le chanteur Johnny Hallyday, en maillot de bain. Cette photographie avait fait le buzz, qui fait que finalement la plateforme était consciente, l'hébergeur était conscient qu'il y avait quelque chose qui se passait sur son site. L'intéressée avait cherché à faire cesser cette atteinte à sa vie privée. Néanmoins, elle ne parvenait pas à identifier, comme c'est souvent le cas précisément, l'éditeur du contenu. Et donc, elle se dirigea vers l'hébergeur, auquel elle demanda qu'on lui fournisse l'identité donc, de cet éditeur. Et l'hébergeur refusa. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt qui a été rendu le 10 février 1999, a choisi une solution très sévère, puisqu'elle a condamné l'hébergeur à payer à la victime la somme de 300 000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice. Et ce qui était intéressant, c'était notamment l'argumentation qui avait été suivie par la Cour d'appel de Paris à l'époque, qui était que cet hébergeur excède le rôle technique d'un simple transmetteur d'informations et que, à l'évidence, le mot en tout cas, à l'évidence selon la Cour d'appel de Paris, il s'agissait elle devait assumer à l'égard des tiers les droits auxquels il serait porté atteint, puisqu'elle a entrepris cette activité de propos libérés. Et contrairement à ce qu'elle prétend, cette activité est rémunératrice, avait souligné donc la Cour d'appel de Paris. On voyait donc, en fait, entre les lignes, une sorte de théorie du risque-profit qui était consacrée par cette Cour d'appel de Paris, qui consistait à dire « hébergeur, tu profites de la publication, tu supportes les conséquences ».
Ça, c'était donc la vision de la Cour d'appel de Paris en 90, et cette solution avait été très, très critiquée, assez mal reçue. Les hébergeurs firent valoir d'abord que techniquement, c'était impossible de surveiller tous les contenus qui transitaient sur leur page, et que de plus, ils devaient conserver une neutralité dans ce rôle d'intermédiaire qui était le leur. Enfin, la solution était dénoncée à un niveau plus général comme étant défavorable au développement du commerce électronique, et cette critique était notamment adressée par le législateur européen. Le législateur européen a pris les choses en main très rapidement. Après, la directive européenne du 8 juin 2000 relative au commerce électronique a pris complètement le contre-pied de cette décision, puisque cette directive a imposé une irresponsabilité de principe des fournisseurs d'accès à Internet, auxquels on ne peut pas demander de fournir le nom des utilisateurs, et par ailleurs une responsabilité plus nuancée des hébergeurs, dont je reparlerai tout à l'heure. Donc pas de responsabilité pour les contenus. Une responsabilité de plein droit aurait aussi pu être envisagée, et finalement ça n'a pas été le cas, du fait de l'algorithme. C'est l'affaire Google Suggest, ou plus exactement les affaires Google Suggest, puisqu'il y en a eu deux, rendues plus récemment en 2013, en février, le 19 février 2013 et le 19 juin 2013, et qui constituent un petit peu le socle de cette responsabilité du moteur de recherche. Ce que reprochaient les requérants dans les deux cas, personne morale dans la première affaire, personne physique dans la seconde, c'était l'association de leur nom dans le moteur de recherche Google à des expressions désagréables. Lorsque les internautes commençaient à taper lyonnaise de garantie, notamment, dans le moteur de recherche, Google leur suggérait lyonnaise de garantie escroc. Et la société d'assurance ne voyait pas cela d'un bon œil, elle considérait qu'il s'agissait d'une injure publique. Dans l'autre affaire, M. X, lorsque l'on tapait son nom sur le moteur de recherche, on pouvait trouver accolé à son nom viol, condamné, sataniste, prison ou encore violeur parmi les recherches associées. L'intéressé, lui, dénonça une diffamation. Injure publique, diffamation, on voit qu'il existe donc de nouveaux enjeux pour notre vieille loi de 1881 sur la liberté de la presse. Alors la réponse de Google était finalement assez attendue. Schématiquement, c'est pas nous, c'est l'algorithme. Or, un algorithme, ça ne peut ni injurier ni diffamer. Alors la Cour de cassation a donné raison à Google, en essence. Le premier arrêt n'est pas si explicite que ça. Il dit simplement que Google n'a pas de responsabilité directe dans le fonctionnement du moteur de recherche. Le deuxième arrêt, celui de juin 2013, est encore plus explicite puisqu'il nous dit que la fonctionnalité aboutissant au rapprochement critiqué est le fruit d'un processus purement automatique dans son fonctionnement et aléatoire dans ses résultats, de sorte que l'affichage des mots-clés est exclusif de toute volonté de l'exploitant du moteur de recherche d'émettre les propos en cause et donc de leur conférer une quelconque signification. D'autrement dit, donc, on ne peut pas diffamer via ce moteur de recherche puisqu'il n'y a pas de volonté de Google et que Google, en quelque sorte, ne fait que subir son algorithme. Je caricature un peu. Alors Google sera tout de même responsable s'il ne retire pas le contenu, mais il ne sera pas responsable de plein droit du fait de son algorithme. Les responsabilités sont donc des responsabilités subjectives, des responsabilités pour faute, donc deuxièmement. Quelles sont donc, deuxièmement, ces fautes des acteurs de l'Internet ? Les acteurs de l'Internet, particulièrement les plateformes, sont soumises à diverses obligations et ce sont les violations de ces obligations qui constituent autant de fautes. Les deux exemples les plus significatifs en la matière sont encore une fois ceux qu'on peut relever à l'égard des hébergeurs et à l'égard des moteurs de recherche. Pour revenir donc sur ces contenus et l'hébergeur, d'abord, les hébergeurs bénéficient d'un régime favorable de responsabilité. Ce régime favorable, il a été introduit en France par la loi de confiance dans l'économie numérique de 2004, précisément par l'article 6-1-2, qui en fait constitue une transposition de la directive européenne sur le commerce électronique que j'évoquais tout à l'heure. Concrètement, les hébergeurs sont soumis à une obligation non pas de surveillance, puisqu'on a admis que le caractère technique de leur prestation excluait la possibilité d'une surveillance, mais à une obligation de vigilance. Donc l'hébergeur est passif, puisque s'il était actif et qu'il sélectionnait les contenus, ce serait un éditeur, mais il doit tout de même avoir une obligation de vigilance, c'est-à-dire que s'il lui est signalé un contenu illicite, il doit promptement le retirer. Et s'il ne retirait pas promptement ce contenu illicite, il commettrait alors une faute. Alors, les termes utilisés ne sont pas ceux de faute, mais ça s'apparente effectivement à une responsabilité subjective du fait du manquement à une obligation de vigilance.
Alors pour citer simplement un arrêt récent, en 2014, par la Cour d'appel de Paris, Dailymotion notamment a été condamné pour avoir attendu 104 jours avant de retirer des vidéos qui n'avaient pas été autorisées par les titulaires des droits. Dailymotion d'ailleurs a une obligation un petit peu particulière puisqu'un arrêt récent lui a demandé et non seulement d'avoir cette vigilance et de retirer promptement les contenus, mais également lorsqu'un contenu avait été retiré, de veiller à ce qu'il ne soit pas remis ultérieurement sur son site. Et là, on dépasse peut-être un petit peu la simple vigilance, on est presque dans une obligation de surveillance, mais dans une obligation de surveillance plus spéciale, plus circonscrite. De façon générale, il y a peut-être une tendance que l'on peut relever dans la dernière jurisprudence à exiger une vigilance renforcée de la part des hébergeurs. Et il y a notamment une décision très récente rendue par le tribunal d'instance de Paris à propos de Airbnb, puisque cette plateforme saisonnière était récemment au cœur d'une législation également, et qu'on a donc les premiers arrêts qui appliquent cette réforme. Cette plateforme, donc Airbnb, a été condamnée récemment pour avoir laissé un annonceur louer son bien 369 jours entre mars 2016 et septembre 2017, alors que la législation française pose un plafond légal de 120 jours de location par an. Et la Cour d'appel s'appuie sur plusieurs textes pour condamner Airbnb, et notamment, précisément, sur les articles 1240 et 1241 du Code civil, qui sont donc nos anciens articles 1382-1383, donc la responsabilité pour faute, et également sur un article du Code du tourisme qui a posé une obligation de veille des hébergeurs de ces annonces. Et donc, Airbnb, finalement, doit être actif. Airbnb doit empêcher qu'il puisse être procédé par son site internet à une location plus de 120 jours par an. Donc on voit une certaine proactivité qui est de plus en plus encouragée et qui est à mon sens justifiée dès lors qu'aujourd'hui les moyens techniques existent pour effectuer un tel contrôle et empêcher une location qui serait donc contraire finalement à la loi française. Alors un dernier petit mot, je vous rassure, je serai beaucoup plus rapide sur le futur. Un dernier petit mot sur l'oubli numérique, puisque c'est également une question contemporaine. Alors le droit à l'oubli numérique tel qu'on l'a vu consacré par l'arrêt Google Spain du 13 mai 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne est peut-être présenté sous l'angle des droits subjectifs, mais à mon sens, il s'agit bien plutôt d'une responsabilité civile des moteurs de recherche. Et finalement, on peut tout à fait transposer le raisonnement qu'on a vu à propos des contenus à cet oubli numérique. À savoir, il y a aussi une obligation de vigilance. Cette obligation, elle consiste finalement à dire à l'hébergeur, lorsque vous êtes alerté d'un contenu qui serait périmé, qui n'aurait pas de pertinence, vous devez vérifier s'il est effectivement justifié par un intérêt général du public à connaître l'information ou s'il constitue une atteinte à la vie privée. D'ailleurs, cette mise en balance, ce contrôle de proportionnalité, il existe de manière générale dans le droit de la responsabilité civile, dans les conflits de droits fondamentaux. Donc c'est un concept qui n'est pas extérieur au raisonnement de la responsabilité civile contemporain. Donc aujourd'hui, plutôt que d'y voir un droit à l'oubli numérique, je pense qu'on ferait mieux d'interpréter ça sous le sens d'une responsabilité du moteur de recherche qui commettrait une faute, donc s'il n'était pas négligent, à analyser les demandes qui lui sont fournies, qui lui sont présentées et à faire ce contrôle de proportionnalité. Voilà donc en quelques mots les évolutions générales qu'on a vues sur l'Internet et l'état actuel. Il est grand temps donc d'avancer quelques pistes sur le futur et les applications numériques de demain sans empiéter sur heureusement des choses plus techniques qui seront vues notamment demain sur l'intelligence artificielle. Simplement, quelques mots sur les outils du droit commun, de la responsabilité civile et sur les responsabilités spéciales qui pourraient être adaptées ou découvertes pour appréhender cette responsabilité du numérique du futur. Les outils du droit commun sont principalement la faute et la responsabilité du fait des choses. Pour ce qui est de la faute, on a pu voir avec le développement d'Internet que c'était un concept relativement malléable et qu'on pouvait avoir une responsabilité graduée qui commencerait peut-être par une obligation de vigilance, une obligation ensuite de vigilance renforcée, de surveillance, etc. Donc on a une possibilité de graduer la faute qui pourrait être intéressante également
pour l'intelligence artificielle, les objets connectés. Mais le problème fondamental, il va être celui d'identifier l'auteur de cette faute. Identifier des auteurs de fautes dans les dommages anonymes, la responsabilité civile l'a déjà fait. Les accidents de l'industrialisation aussi posaient ce souci d'identifier qui était à l'origine de ces fautes, et on a trouvé des solutions. Donc ça ne me paraît pas forcément insurmontable. Néanmoins, dans l'intelligence artificielle précisément, je pense que la faute sera particulièrement difficile à démontrer. Est-ce qu'il s'agit du constructeur de la machine, du software, éventuellement de l'utilisateur qui a fait apprendre à sa machine des choses? C'est tout de même un défi assez aléatoire. La responsabilité du fait des choses, elle pose également de grosses difficultés qui sont connues. Une chose, normalement, c'est une chose corporelle. D'ailleurs, le projet de réforme de la responsabilité civile propose de l'inscrire noir sur blanc, qu'il s'agirait des choses corporelles. Donc ça ne va pas dans ce sens-là. Par ailleurs, l'usage, le contrôle, la direction, est-ce que ça a véritablement un sens dans le numérique lorsque finalement l'usage, le contrôle et la direction sont partagés entre le concepteur, l'utilisateur, les différents fabricants? Ce n'est pas sûr que cela fonctionne très bien. À moins éventuellement de ressusciter aussi des vieilles théories comme la garde de la structure, la garde du comportement. Il y a peut-être des choses à voir là-dessus, mais certainement pas pour appréhender tous les défis du numérique de demain. Ainsi donc, l'autre voie possible, ce sont les régimes spéciaux. On a beaucoup parlé ces derniers temps d'abord de la responsabilité du fait des produits défectueux. Peut-on adapter la responsabilité du fait des produits défectueux au numérique de demain? Alors, le produit numérique, déjà, s'adapte a priori assez mal à cette définition du produit défectueux, mais on pourrait faire évoluer cette définition du produit défectueux. Il resterait tout de même deux grosses difficultés. Déjà, le défaut de produit, est-ce que ce défaut de produit, qui n'est déjà pas facile à caractériser, serait antérieur à la mise en circulation avec l'intelligence artificielle? Probablement pas. Et surtout l'exonération, le risque de développement qui constitue un problème considérable puisqu'il permettrait de s'exonérer chaque fois que le développeur d'un produit numérique pourrait prouver que les connaissances techniques en l'état au moment de la mise en circulation ne lui permettaient pas d'anticiper son défaut. Donc c'est effectivement une voie, les régimes spéciaux, mais peut-être que la responsabilité du fait des produits défectueux en l'état en tout cas ne permettrait pas d'avancer trop loin. Alors, dernière option, une responsabilité du fait de l'intelligence artificielle. Une responsabilité du fait de l'intelligence artificielle, c'est ce qui est proposé par plusieurs auteurs spécialistes du sujet, mais finalement pas trop de consensus sur les conditions de cette responsabilité du fait de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il faudrait créer peut-être même plus simplement une personnalité juridique des robots? Je pense que le thème sera également abordé. Donc l'avenir nous réserve quelques surprise à ce sujet. Il me semble que les règles générales, les principes généraux qui ressortent de cette évolution peuvent être résumés en 3 points. Premièrement, on peut réparer certains dommages anonymes, et ça, c'est la leçon qu'on peut tirer du passé avec ce qu'a montré l'industrialisation. On a un concept de responsabilité civile qui est adaptable. L'Internet encore l'a montré. On peut travailler déjà dans un premier temps, et en dernier recours, il y a toujours le fonds d'indemnisation. On pourrait imaginer un fonds d'indemnisation du fait des accidents numériques, pourquoi pas. Deuxièmement, il y a peut-être des théories qui pourraient être remises au goût du jour, la théorie du risque-profit, la théorie du risque créé, pour permettre d'identifier un petit peu quelle serait la personne qui, le plus justement, mériterait d'assumer ces risques conséquents du numérique. Et enfin, troisièmement, il me semble que la responsabilité civile devrait regagner du terrain au fur et à mesure que le contrôle de ces techniques numériques se renforce. Et certainement, il est opportun de refuser actuellement une responsabilité automatique pour du numérique incontrôlé. Néanmoins, lorsque progressivement on va reprendre contrôle de cette technologie, je pense que la responsabilité aussi devrait reprendre le contrôle de ces acteurs. Et pour donner cet exemple, en 2008, le moteur de recherche Google était au cœur d'une polémique. Vous vous en souvenez peut-être, le Guardian avait dénoncé que le moteur de recherche plaçait des sites négationnistes en tête des recherches, et Google avait dit « Nous sommes tristes de constater que les organisations prônant la haine continuent d'exister, et le fait que ces sites apparaissent n'est en fait que le résultat de la réalité. En quelque sorte, c'est le monde qui est moche, c'est pas la photo qu'on en prend. »
Mais néanmoins, la semaine suivante, Google avait fait une nouvelle annonce dans les médias et Google nous disait que Google avait un travail ardu. Juger quelles pages sur le web sont la meilleure réponse est un problème ardu. Il nous arrive de ne pas y arriver, nous expliquait le porte-parole de Google. Mais rassurez-vous, nous avons récemment apporté des améliorations à notre algorithme qui vont aider à faire émerger plus de contenu de haute qualité et doté d'une bonne crédibilité. Ça, c'était les paroles du porte-parole une semaine après. Alors, Google contrôle-t-il ou ne contrôle-t-il pas son algorithme ? Google contrôle mal quand il s'agit de le tenir pour responsable. Il contrôle un peu mieux lorsqu'il s'agit d'en faire un argument de communication. Et donc, parfois, on aurait peut-être envie de répondre également, pour paraphraser Victor Hugo, que ce qui augmente le contrôle devrait peut-être aussi augmenter la responsabilité. Je vous remercie.